Bienvenue sur Corrèze Télévision, nous sommes en direct sur le forum des lecteurs de cette 34e foire du livre de Brive, un forum des lecteurs France Bleu Limousin, La Montagne, Ville de Brive, Corrèze Télévision. Le thème de ce forum est passé-présent. Nous accueillons Marie Causse pour Le Bercail aux éditions Gallimard, Valérie Perrin pour Les Oubliés du Dimanche aux éditions Albin Michel et Émilie de Turckheim pour Popcorn Melody aux éditions Héloïse d'Ormesson. Ce forum est animé par Karine Papillot. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde, bonjour mesdames. Alors nous avons sur cet espace aujourd'hui un premier roman, le roman de Valérie Perrin, un deuxième roman, certes un troisième livre avec Marie Causse, et puis un huitième roman avec Émilie Turckheim. On va commencer par vous Émilie. Émilie, Popcorn Melody, c'est l'histoire d'un jeune homme, ou plutôt d'un village qui se situe dans le Midwest américain, un Midwest pour bonne part inventé j'imagine, ou alors avez-vous fait des recherches sur le terrain ? Je n'ai fait aucune recherche et j'ai fait pire que ça. C'est-à-dire que j'ai inventé un espace dont j'ai plus pu me débarrasser par la suite et j'ai réalisé qu'il n'existait pas du tout. Donc c'était un Midwest tout à fait fantasmé. Alors à chaque livre, vous racontez, vous entrez, vous nous faites partager un univers incroyablement différent. La question qu'on se pose quand on arrive dans l'univers de Tom qui a un supermarché dont il a déclouté la pancarte pour l'appeler Au Bonheur, et dans lequel finalement on vient plus se confier dans le fauteuil de dentiste qui est à côté de la caisse. Là, quand je dis ça, on se dit « Wow, que se passe-t-il ? Quel est cet univers incroyable ? Qu'avez-vous fabriqué ? D'où vient ce personnage et d'où vient l'idée de ce livre ?» Alors, si je réponds sincèrement à cette question, l'idée de ce livre vient pas d'une idée, elle vient d'une image qui était très imposante, qui était celle de ce grand désert de cailloux noirs. À chaque fois que je me mettais à l'écriture, je voyais cet espace désertique, fumant, plein de mouches. Et je sentais que ce paysage avait une importance énorme, mais je ne comprenais pas pourquoi il me revenait et me revenait de façon aussi insistante. Donc j'ai commencé à écrire en comprenant que ça allait être un personnage à part entière, et j'ai découvert au fur et à mesure de l'écriture de quoi ce désert était, disons, la métaphore. Et j'ai rencontré à travers ce paysage mon personnage principal, qui, en plus de tenir cette petite supérette pourrie à moitié vide au fin fond du Kansas, en plus, effectivement, d'écouter tous ses clients raconter leur vie absolument vide, mais que lui, avec son âme de poète et son œil très incisif, arrive à rendre palpitante, j'ai compris que mon héros était, lui, d'origine amérindienne, et que ce roman, ce serait l'histoire en creux du massacre des cultures amérindiennes dans les Grandes Plaines et de ce qu'est devenu notre rapport à la consommation, en partant des Indiens, de leur rapport aux bisons sacrés, qui étaient leur petit supermarché, jusqu'à un supermarché que j'ai imaginé comme étant le concurrent diabolique de cette petite épicerie, qui est une espèce d'hypermarché glacial, déshumanisé, fourni, débordant de produits et incapable de répondre à nos besoins fondamentaux, comme savait le faire le bison des Indiens. Alors, il se trouve qu'on est donc dans une époque qui pourrait être la nôtre, en tout cas qui est contemporaine. Ces habitants, alors quand même, c'est une vraie galerie de personnages. On a Matt, un ancien instituteur viré, ses frères Lewis, Joe, Jacob, sa fille adoptive Emily Dickinson, qui porte le nom d'une poétesse, c'est pas un hasard, puisque Tom lui-même écrit des haïkus. Donc tout ça concourt à faire quelque chose qui a l'air baroque et qui en fait n'est autre que l'originalité et la vérité de vrais décroissants, on appelle ça comme ça aujourd'hui, des gens qui vivent un peu hors du temps, sans de gros besoins, qui se contentent de ce qu'ils ont. Et puis 7 ans plus tard, parce que la vie s'égrène, arrive ce supermarché où l'humanité est presque déjouée, puisqu'il y a des robots qui portent des noms, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, des vitres qui sont toujours propres, et ça, dans ce lieu très poussiéreux, c'est assez étonnant. Est-ce que c'est une façon de vous interroger ? Est-ce que vous vous interrogez sur la société de consommation aujourd'hui ? Alors, c'était plus que s'interroger sur la société de consommation. Là, l'allégorie, on va dire, elle est très évidente dans ce roman du petit supermarché Tom, qu'il a appelé Le Bonheur, qui est un lieu où on n'achète finalement absolument rien, sinon passer du temps ensemble, versus ce lieu
voilà, très froid, de consommation. Bon, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, dans cette société qui pourrait être le miroir de la nôtre, qu'est-ce qu'il a à offrir de plus, Tom? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui est lâche? Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est une manière de ne pas regarder le monde en face? Ou est-ce que sa façon d'écouter les gens, de regarder les visages et d'en écrire des petits poèmes japonais, de contempler le désert, c'est en soi une action qui peut être comme une action politique. Ça veut dire vraiment se dire, il y a une autre issue qui consiste à vraiment fouiller le monde, la réalité du monde, et à chérir d'autres valeurs à travers cette contemplation qui, pour moi, passe vraiment par ça, par savoir jubiler de voir, quoi. Il y a vraiment cette idée enthousiaste de, à force de voir, il y a un secret qui va nous être révélé. Et c'est ce que je ressens de la littérature quand on a du mal à rentrer dedans, qu'il faut se noyer longtemps en fait pour survivre à la noyade. Ben là, j'ai l'impression qu'ils sont dans un univers très très hostile, il n'y a rien, ils ont des vies, tout le monde travaille à l'usine de popcorn, c'est sec, il n'y a rien à leur proposer. Et lui, avec ce même monde, il estime qu'il y a immensément de choses à regarder, mais il faut prendre le temps de regarder le scarabée qui traverse le paillasson au pied de la petite supérette. Et déjà, lui ne vend pas de popcorn. Alors, ça Non. pour une raison qu'il explique très bien et qu'on laissera les lecteurs découvrir. Il y a deux temporalités dans ce livre. Il y a donc la temporalité du décroissant, donc, qui est fait d'une certaine lenteur, incarnée par Émilie, cette jeune femme très silencieuse, qui a une manière de faire les choses, même les plus simples, très décalée et très dans une poésie, en fait, une poésie en gestes. Et puis il y a la modernité, la rapidité très désincarnée, l'efficacité, le rien n'est fait sans rien, rien n'est fait pour rien, de l'arrivée de ce supermarché et puis même de l'usine. Est-ce que vous opposez l'histoire, ces personnages qui s'inscrivent dans une histoire séculaire, millénaire, avec la consommation qui incarnerait la modernité? Alors, je ne sais pas si elle incarne la modernité, mais il y a vraiment cette idée. Vous parlez de Émilie, ce personnage. Elle est caissière dans cet hypermarché. Et ce qui va toucher le plus mon héros, qui va tomber follement amoureux d'elle, c'est pas le fait qu'elle ait une façon un peu poétique et à côté de la plaque de vivre les choses. C'est que, à sa manière, elle est dans le monde, elle est caissière de cet hypermarché, mais elle résiste par sa maladresse et son inaptitude à comprendre le sens d'une vie aussi justement réglée, froide. Donc il y a vraiment cette question de cette vie-là a-t-elle encore un sens? C'est pas simplement un sens de l'histoire au sens où nos valeurs se seraient décalées, c'est nos valeurs ont peut-être fondamentalement pas changé, mais comment trouver quelque chose de chaleureux ou qui ressemble à nos attentes dans un univers que j'ai imaginé plus cauchemardesque que ce qu'il n'est, qui est représenté par cet hypermarché, où le jour où on se fait licencier, ce qui est le cas de cette fille, c'est un robot qui ressemble à R2D2 de la guerre des étoiles, qui vient vous notifier votre licenciement. Donc voilà, c'est aller un peu plus loin que 2015, mais pas forcément si loin que ça. Et malheureusement, et pour notre plus grand effroi. Il y a une langue dans ce livre, ça vous êtes un écrivain très attaché à la forme, certes à la narration, mais la forme est importante, la langue aussi. Il y a beaucoup de mots comme ça, très goulayants, notamment des jurons, crêle, zad de coille, sagroué, un toucaneux. D'où est-ce que ça vient tout ça ? Alors, ça vient de... J'ai habité aux États-Unis quand j'étais petite et j'étais étonnée comme était intraduisible l'argot anglais. Il y a une richesse d'argot et des niveaux d'argot en anglais qu'on peut très peu rendre en français et que je trouve souvent très maladroitement traduit quand je les lis dans des traductions de romans américains en français. Et donc je me suis dit qu'une des solutions pour rendre ce côté un peu terroir et rugueux et en même temps très imagé et très riche de l'argot américain, c'était d'inventer complètement un vocabulaire qui n'existe pas, qui est ni américain ni français, mais qui, je trouve, c'est une espèce de rugosité, ouais, il y a un côté très poétique et insensé des mots qui me paraissait être une bonne solution et de parler de la poésie de la langue populaire et du pouvoir inventif d'une langue pour en rappeler une autre, qui est une façon de traduire une langue étrangère quand on n'a pas de solution lexicale évidente. On a pourtant bien l'impression d'y être, effectivement. On a l'impression d'accéder à l'argot du Midwest. Merci beaucoup pour ce Popcorn Mélodie. Il y a tout un truc autour du popcorn qui reste jusqu'à la fin, mais pas seulement. J'en dirai pas plus. J'espère que
avoir assez donné envie à travers aussi la prise de parole que vous avez eue. Merci Émilie. Merci. À côté de vous, Marie Cos, vous aviez écrit L'odeur de la ville mouillée en 2013. Et puis... 2012 ? Ah oui, non, c'est que vous avez eu le prix de la nouvelle en 2013, tant pour moi. C'est un livre très lumineux, ce Bercail, qui pourtant retourne dans une période très sombre. Ça se passe d'abord entre deux femmes. Ça commence comme ça, entre une brouille entre Odette et Marthe. Odette est partie il y a 59 ans, elle revient pour la mort de sa mère qui meurt à 2 mois de ses 100 ans. Pouvez-vous nous dire ce qu'il va se passer autour de cette famille ? Alors déjà, ça se passe pendant un été caniculaire, donc je pense qu'on est au bon moment pour en parler. Sauf que nous sommes au mois de novembre. Mais on ressent bien la canicule. Et donc, en fait, voilà, c'est Odette a quitté son village juste avant la fin de la guerre, en 1944. Et on ne sait pas exactement pourquoi. Ou en tout cas, en 2003, au moment où se passe le roman, on ne sait pas pourquoi Odette était partie. Ou bien ceux qui le savent n'ont plus envie d'en parler. Et il y a donc dans ce village... donc l'histoire commence par la mort de Marthe, donc la mère, qui allait sur ses 100 ans. Il y a dans ce village une jeune femme qui s'appelle Esther et qui est étudiante et qui a grandi dans ce village et qui a toujours aimé entendre parler de la guerre, entendre les histoires de résistance, les histoires de gens cachés dans les caves, dans les greniers, les faits d'armes un peu des anciens. Et lorsque cette Odette revient, elle sait que c'est un personnage trouble, elle sait que sa famille a été liée, mais elle ne sait pas exactement comment, à la collaboration, ou bien peut-être aux Allemands, enfin on ne sait pas, tout ça est très, très vague. Seulement, Esther est très curieuse, et elle aimerait bien savoir. Mais dans sa famille, qui est une famille de résistants, on ne veut pas en entendre parler, on ne veut pas entendre parler d'Odette, on ne veut pas entendre parler de la Marthe. Et donc Esther, qui pendant l'été travaille chez les personnes âgées, chez qui elle fait des ménages, va se faire embaucher par Odette pour pouvoir l'approcher et petit à petit découvrir le secret qui fait qu'Odette revient et qu'est-ce qu'elle est revenue régler dans ce village. Sauf que dans ce livre, il y a une bascule. À la moitié du livre, on quitte Esther et on retrouve un jeu, le jeu qui semble être celui de l'auteur. Et là, je voudrais vous demander où vous vous placez, puisque il y a un roman dans le roman, en fait. Et ce roman que vous écrivez, il vous sert à vous à découvrir des choses pour quelqu'un de votre famille. Voilà, donc en fait, ma première idée était de faire en 2013. Alors je vais repartir un petit peu plus loin. Donc moi je viens d'Auvergne, je suis née dans un petit village qui s'appelle Combronde, dont le mot d'ordre est ni bon vin ni beau monde. S'il y a des gens qui veulent y aller, ça ne donnera pas forcément envie. Et en fait, j'ai grandi avec ma grand-mère qui m'a toujours parlé de son père, Émile, qui a été arrêté en 1944 par la Gestapo et déporté et qui n'est pas revenu de Mauthausen. Et depuis petite, j'entendais parler d'Émile, si bien que c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé, sans l'avoir connu, puisque j'adore ma grand-mère et que donc si c'était pour elle l'homme le plus important, c'était forcément quelqu'un d'exceptionnel. Et en grandissant, j'ai compris que ma grand-mère ne pouvait pas faire son deuil de son père, même 70 ans après, parce que au-delà de la douleur de la perte, de la douleur de la déportation, il y avait la douleur de l'arrachement et le fait de n'avoir jamais eu un corps. Et ma grand-mère m'a déjà parlé des habitudes, donc de la sabouture, qui est une tradition de funérailles, de banquets de funérailles. Et pour elle, ce qui était très douloureux et ce qui l'empêchait de refermer cette page-là, c'était le fait de ne pas savoir exactement ce qui s'était passé, puisqu'elle était chez elle quand la Gestapo est venue arrêter son père, mais elle ne savait pas comment la Gestapo avait pu trouver ses armes qui étaient cachées dans un cabanon perdu dans la campagne. Et donc en 2013, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aller chercher. Donc je ne suis pas du tout historienne, mais d'aller chercher, d'aller aux archives, voir ce que je pouvais découvrir sur cette arrestation. Et je m'étais dit que ces recherches-là seraient pour elle, seraient pour ma grand-mère, mais que j'apprendrais certainement plein de choses qui feraient une bonne base pour un roman. Et donc je pensais écrire un roman qui ne parlerait pas d'Émile, qui ne parlerait pas de ma famille, qui ne parlerait pas de ma grand-mère. Et en fait, plus j'avançais dans mes recherches,
plus j'aimais Émile. Et puis, ce qui m'a donné envie de parler de lui, ça a été que dans les archives, j'ai retrouvé donc les traces de ce qui lui était arrivé, mais j'ai aussi retrouvé les traces de toutes les recherches qu'a faites ma grand-mère quand elle était beaucoup plus jeune, pour retrouver sa trace d'une part, et puis aussi pour qu'il soit reconnu comme mort pour la France. Pour elle, c'était important qu'il ait cette place-là. Et donc j'ai négocié avec ma grand-mère. Si vous n'avez jamais négocié avec une paysanne auvergnate, vous ne pouvez pas vous rendre compte comme c'était difficile, mais on a négocié et je lui ai demandé si je pouvais parler de son père, si je pouvais faire un livre sur son père, parce qu'après tout, elle lui avait bien fait avoir une plaque avec son nom et avec son statut de mort pour la France, et que moi je ne pouvais pas lui donner ça, mais que je pouvais peut-être lui donner un livre. C'est une façon de lui rendre un corps, de lui rendre le corps de son père. C'était une façon de faire revenir Émile au bercail. Alors, dans ce livre, il y a un roman, il y a la suite d'un roman, et puis une autre histoire, et la fabrique du roman. Pourquoi avez-vous conçu ce livre dans ce dispositif-là? Pourquoi n'avez-vous pas simplement raconté l'histoire d'Émile? Alors ça aussi, c'est suite aux négociations avec Paulette. Moi, je tenais à la fiction parce qu'elle me permettait de raconter des choses que le récit ne me permettait pas de raconter. Notamment, moi j'ai grandi de ce qu'on pourrait appeler le bon côté de l'histoire, avec des grands-parents résistants, des arrière-grands-parents, etc. Mais j'ai toujours été fascinée par l'autre côté, c'est-à-dire comment on grandit quand on ne peut pas avoir ça pour soi. Et donc ce personnage-là m'intéressait, j'avais envie d'avoir un personnage avec quelque chose de plus trouble. Et puis aussi, dans les archives, parce que j'ai passé 1 an aux archives pour trouver ce que je cherchais, je rencontrais énormément d'histoires qui étaient des histoires singulières et personnelles, mais qui se ressemblaient toutes énormément. Et j'avais envie de raconter ces histoires-là aussi. Et puis la dernière chose, ça a été que dans cette fiction, je ne voulais pas parler de déportation parce que c'était un sujet qui était, pour moi, qui ne pouvait pas être un sujet de roman, pas dans ma situation et pas pour ma grand-mère. Donc je voulais parler d'autre chose et la fiction me permettait de dire des choses que le récit ne me permettait pas de faire. Et la seule condition qu'a mis ma grand-mère quand je lui ai demandé si je pouvais écrire sur son père, c'était que, je cite, « je n'y mélange pas avec toutes mes histoires ». Et donc il a fallu séparer les deux clairement et pour moi c'était la seule façon de le faire. Vous êtes quand même devenu pratiquement spécialiste, en tout cas des affrontements et des mouvements de résistance, en particulier en 1944, qui est une année très importante que vous traitez dans ce livre, avec les FTPF, le MUR, l'ORA, enfin, toutes ces associations et puis ces dissensions. Enfin, on approche vraiment la question de la résistance de façon sociale, même politique, plus qu'historique. On est vraiment dans le concret avec tout ça. Qu'est-ce qu'elle a dit, votre grand-mère, la paysanne auvergnate? Elle était contente. Et étant donc paysanne auvergnate et correspondant très bien à l'image qu'on peut avoir de la paysanne auvergnate, elle est avare de mots. Et 2 mois après avoir lu le manuscrit, qu'elle a lu avant mon éditeur, parce que je voulais être sûre qu'elle était d'accord pour que je le publie, elle a quand même fini par me dire que s'il en était revenu son père, il aurait aimé avoir son nom dans un livre. Et donc je pense que pour elle, c'est ça qui était important. Et aussi, effectivement, que c'était une occasion de réhabiliter en quelque sorte, on va dire, toute une partie de cette résistance qui, pour des questions effectivement politiques, s'est sentie flouée. Donc, les FTP en particulier, les communistes. Il y avait énormément de choses qui étaient en jeu, dont eux n'avaient pas forcément conscience au moment où ça se passait. Et dans mes recherches, donc, j'ai aussi été aidée par le formidable Charlot, qui est un monsieur de 93 ans qui était au maquis avec mon grand-père. Et c'était aussi l'occasion de faire parler cette personne-là et de faire parler ceux qui ont vécu des choses, se sont sentis floués et l'ont été probablement, mais qui n'avaient peut-être pas la possibilité à ce moment-là de le voir sous cet angle-là. Alors dans votre livre, c'est un point commun qu'on a en tout cas au début de l'histoire de Valérie Perrin. Il y a des vingtenaires et puis des personnes âgées. Et alors la tranche des parents,
Elle a été évincée. Alors, on le comprend dans votre livre, et puis on va essayer de le cerner à travers Les Oubliés du Dimanche, le livre de Valérie Perrin. Donc, c'est un premier roman. Vous êtes d'abord photographe. Et ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une acuité de regard, on vous l'a fait plein de fois celle-là, mais une acuité de regard, en tout cas une précision dans la narration, qui tient peut-être aussi à ce métier, ou alors peut-être que vous avez ça et que vous l'avez exprimé d'abord par l'image. Il y a une Justine chez vous qui a à peu près l'âge d'Esther. Qu'est-ce qu'elle fait, Justine, dans sa vie? Alors Justine, elle est aide-soignante dans une maison de retraite par choix. Elle ne le subit pas, elle l'a choisi. En quatrième ou en cinquième, elle découvre une maison de retraite, elle se rend compte elle l'explique très bien avec ses mots à elle, qu'elle se rend compte que les vieux, quand on leur prend la main, ils racontent tout de suite. Et elle est fascinée par les histoires des autres. Donc, elle en fait même des heures sup pour Elle en pouvoir fait même écouter. des heures sup. Elle fait les soins la journée, mais le soir, elle reste pour les écouter, pour qu'ils racontent. Alors, elle décide de faire ce métier-là. Elle n'a plus de parents. Elle est élevée par ses grands-parents. Avec ce qu'elle considère comme son frère, mais qui n'est pas son frère. Un amour fou pour son cousin qu'elle considère comme son frère, qui s'appelle Jules. Pourquoi ces deux-là sont-ils élevés par les grands-parents? Parce que leurs parents se sont tués dans un accident de voiture quelques années auparavant. Donc ils ont été élevés par les grands-parents paternels. Il se trouve que c'était les deux fils de ces grands-parents, de ces personnes, de ce couple-là, deux fils qui étaient des jumeaux et qui se sont tués en allant à un baptême, chacun avec sa femme. Absolument. Et ce détail-là est extrêmement important. Il est extrêmement important. Je pense que ma Justine pose beaucoup de questions à ces personnes âgées, qu'elle aime se noyer, entre guillemets, dans les histoires des autres, pour ne pas se pencher sur sa propre histoire. De toute façon, à la maison, personne ne lui dit rien. Tout le monde est dans le silence. Et elle veut absolument protéger ce jeune frère qui s'appelle Jules. Donc elle ne pose pas de questions. Donc, comme elle ne peut pas poser de questions aux siens, elle va poser des questions aux autres. Alors vous dites de Justine qui est née le 22 octobre 1992, c'est un personnage de roman très précisément baptisé. Vous dites qu'elle a la nostalgie de ce qu'elle n'a pas encore vécu, c'est-à-dire... Je trouve ça très beau chez les jeunes. J'ai une fille de 18 ans, j'ai eu 18 ans, on a tous eu 18 ans ou presque, et je pense qu'à un moment donné, on a la nostalgie de ce qu'on n'a pas encore vécu. On sait qu'il va peut-être nous arriver de belles choses, de grandes choses, et peut-être qu'on tient debout sur cet espoir-là. Pourquoi avoir raconté alors c'est compliqué parce qu'on ne peut pas trop dire non plus, pas trop parler du texte. Il y a quand même un personnage très important dans cette histoire qui s'appelle Hélène, qui est une vieille dame qui vit dans ce foyer, mais elle est à la plage, elle a une mouette au-dessus de la tête et elle attend que son enfant et son mari reviennent de la plage. Ouais. Hélène a vécu une grande histoire d'amour avec un Lucien, qui s'appelle Lucien Perrin, comme mon grand-père. Et moi, je suis comme Marie partie de quelque chose de réel, mais qu'ensuite j'ai romancé. Je n'ai hélas pas pu demander la permission à ma grand-mère parce qu'elle nous a quittés avant, mais c'était très important pour moi de parler de ça, de parler de l'histoire dans l'histoire. Alors, il y a l'idée de la transmission dans cette histoire, oui. Donc d'une femme, le passé d'une femme en fin de vie, oui. Que Justine va écrire, cette histoire. Et puis il y a les secrets de famille. Comment est-ce que l'histoire d'Hélène va rebondir sur celle de Justine? Je pense que j'avais envie à travers une mouette aussi, de dire que les jeunes, les vieux, ça les aide à grandir. Je pense qu'il ne faut pas cacher les vieux. Je pense que c'est quelque chose de très tabou. Quand je dis que ça se passe dans une maison de retraite, il y a plein de gens qui se sauvent en me disant mais c'est très triste. Et je leur explique que ça n'est pas triste du tout, que la vieillesse n'est pas une maladie, mais que ça peut être très beau. Et qu'il faut, au contraire, plutôt que de la cacher, plus la vénérer et plus la questionner. Et je pense que ces gens-là, tous ces petits vieux que Justine interroge, vont aider Justine à grandir et à trouver son propre chemin et aller vers la lumière. Il y a autre chose qui apparemment fait grandir chez vous, c'est les livres, oui, plus d'une chose, mais c'est les livres dans ce texte. Le petit-fils d'Hélène s'appelle Roman. Ouais, Roman, oui. enfin voilà. Il y a aussi un livre de Milena Agus qui traverse tout le livre, et puis aussi Irène Nemirovsky, et puis plein de références littéraires aussi. Oui. Pourquoi avoir fait du bonheur de lire un personnage du Parce texte? qu'Hélène, cette patiente de 94 ans, était dyslexique. Elle est née en 1919, et pour elle, l'école, c'était l'enfer. Personne ne la comprenait, et son rêve absolu, c'était de lire, de savoir lire. Et... elle rencontre un homme qui, lui, connaît le braille et qui lui dit « je vais t'apprendre à lire autrement ».
Et il y a une sorte d'échange entre eux. C'est je ne t'aime pas, elle n'aime pas cet homme, mais elle accepte de lui donner son corps en échange des cours de braille. Et elle va accéder à la lecture et au bonheur grâce à son Lucien. Au début, elle n'aime pas du tout. Et puis, au fur et à mesure du temps, les années font que les gens changent. Et c'est très important pour moi d'expliquer qu'on peut être un enfant très malheureux à l'école, mais qu'on peut tout de même avoir envie de savoir lire et d'accéder au savoir. Justine apprend 2 choses des anciens, profiter de la vie et ne jamais confier un secret à quiconque. Ça, c'est curieux comme leçon. Est-ce que c'est une leçon qu'on vous a apprise à vous? C'est une leçon qu'on n'a pas forcément apprise à moi, mais tout le monde vous le dira, en fait. Quand vous allez interroger les anciens, à partir du moment où on dit quelque chose, il partira, comme un oiseau qu'on libère d'une cage. C'est votre premier roman. Qu'est-ce qui vous a mis à l'œuvre de la littérature? Vous aviez déjà un moyen d'expression qui était la photographie. La photographie, les scénarios aussi, j'écris des scénarios. Pourquoi être passé à l'écriture romanesque? Parce que j'avais besoin d'écrire l'histoire d'Hélène et Lucien, j'avais besoin d'écrire l'histoire de Justine. Je voulais parler de la mouette, qui est très importante aussi dans ce roman, et de dire qu'on se passe les oiseaux d'histoire en histoire, et que quand on est amoureux de quelqu'un, peut-être on se partage le même oiseau. Et je suis presque convaincue que quand on lève les yeux au ciel, il y a toujours notre oiseau qui n'est pas loin. Que ce soit une mouette, un corbeau, un rossignol, peu importe. C'est la métaphore de quoi, cet oiseau? Je sais pas, c'est peut-être la métaphore de l'amour, mais j'avais vraiment besoin de dire qu'on a tous un ange gardien qui, pour moi, est représenté par un oiseau. Je trouve que c'était très beau. Et puis, je voulais aussi, à travers ce roman, dire que tout est possible et que, exactement comme Émilie l'a dit tout à l'heure, ça peut être très compliqué autour de nous, mais qu'il y a une façon de s'évader et que tout peut être beau. Il suffit d'avoir envie de voir les belles choses. Vous êtes d'accord avec ça, toutes les deux? Avec le micro? Oui. Vous avez écrit toutes les 3 des livres très très lumineux sur des histoires qui sont parfois douloureuses. Et on passe de très très beaux moments et on est dans la littérature. Merci à toutes les 3. Merci Émilie Turckheim pour Popcorn Mélodie, publié aux éditions Héloïse Ormesson. Merci Marikos pour Le Bercail, publié à l'Arpenteur chez Gallimard. Et merci Valérie Perrin pour Les Oubliés du Dimanche chez Albin Michel. Un très beau premier roman, continuez comme ça. Merci.